on est aux 10e rencontre d'histoire critique à Gennevilliers. Pour ceux qui ne fréquentent pas assidûment ces rencontres, je rappelle qu'elles ont 15 ans d'existence, qu'elles ont été créées avec Marie-Claude L'Huillier, qui ne doit pas être très loin, qui était à l'époque une des responsables de l'Université populaire de Gennevilliers. Donc on a monté ensemble, avec les cahiers d'histoire dont je suis moi-même responsable, ces rencontres à Gennevilliers avec le soutien de Patrice Leclerc, qui à l'époque était le directeur, enfin non, il n'était pas directeur, il était secrétaire de l'Université populaire. Voilà, donc depuis, les rencontres ont un peu changé de configuration, puisqu'on s'est élargi à d'autres partenaires, dont l'Institut d'histoire de la FSU, dont le représentant n'est pas très loin, dont l'Institut d'histoire sociale de la CGT, dont David Choran, le directeur, est ici présent. Donc voilà Monsieur FSU qui arrive, et aussi avec le partenariat de la Fondation Gabriel Péri, qui est ici même et qui vous propose, c'est original, un jeu. Il n'y en a pas tellement dans notre milieu, donc profitez-en. Les associations d'histoire de Gennevilliers, le CCPG, la Société d'histoire, je vais oublier quelqu'un, Monsieur Chavreau qui est parti, donc ça s'appelle Châteaubriand, le comité, l'amicale, voilà, Châteaubriand, Voves, Rouillé, c'est ça, est aussi présente, les amis de la commune, nos amis de l'ACA, voilà, si vous connaissez des gens qui l'année prochaine sont disponibles pour venir présenter leurs travaux, leur association, on est très preneurs. Alors hier, on a déjà fait une grande après-midi montée par le CCPG et la Société d'Histoire, avec le musée de l'école publique. Pierre va vraiment m'en vouloir définitivement, qui a une très belle exposition et qui évidemment est toujours présent et toujours un soutien des rencontres. Alors par ailleurs, on a un thème cette année qui était les médias. Proposé notamment par notre ami Patrick Terré, qui est mort précipitamment, enfin accidentellement, et à qui nous voulons rendre hommage dans cette session, donc sur les médias, puisqu'il avait proposé ce thème qui lui était très cher, et on est très content que ça ait pu se passer en étant aussi un hommage à cet ami qui nous a énormément soutenus pour les rencontres et qui a beaucoup travaillé dans le monde associatif à Gennevilliers. Par ailleurs, donc vous avez une boîte à idées sur la table au fond avec quelques suggestions que nous faisons, mais aussi on vous propose de laisser un billet sur le thème que vous pensez urgent de traiter pour l'année prochaine. Voilà, c'est de Louise, de la Fondation, de procéder d'une façon, on va dire, participative. Merci beaucoup. Et donc, n'y manquez pas. Par ailleurs, ne ratez pas le repas de midi avec une cuisine indonésienne que vous ne mangerez pas tous les jours, qui n'est pas très épicée, parce que Iba connaît les limites de certains de nos estomacs, et donc on mangera ici et dans le hall pendant que les acteurs vont monter leur spectacle, et ensuite on aura spectacle avant la table ronde de l'après-midi sur l'appropriation des savoirs, l'appropriation populaire des médias, et ensuite une table ronde sur davantage ce que les changements technologiques font aux médias ou ne leur font pas. On a un ami du Canard enchaîné, Alain Guédé, qui est là et qui nous expliquera pourquoi certains journaux vivent sans être dans les réseaux sociaux. Dans l'immédiat, je vais donner la parole à Barbara, qui donc elle va se présenter elle-même, qui va parler au nom de l'association qui est dans ses locaux ici, et association qui nous soutient. On remercie beaucoup Patricia Zanguet, qui est en colloque sur justement les centres sociaux à Marseille ce week-end, mais qui s'intéresse beaucoup aux rencontres, qui nous a beaucoup soutenus, et qui donc a demandé à Barbara de prendre la parole comme présidente de l'association, c'est ça, puisque ce centre est associatif dans des locaux par ailleurs municipaux. Voilà, donc merci beaucoup à tous qui faites vivre ces rencontres.
Voilà, donc on vous dit déjà l'année prochaine, c'est toujours le dernier vendredi et samedi de novembre, donc vous pouvez cocher sur vos agendas et on espère qu'on n'aura pas une manifestation pour défendre la Palestine parce qu'on espère qu'il y aura un État palestinien d'ici là. On va tout faire pour, mais cet après-midi, on va quand même rester là pour vivre nos rencontres tout en pensant à nos malheureux amis palestiniens. Donc j'ai rapporté l'affiche tirée par le cinéma Jean Vigo et pour Vigo pour tous, pour l'association qui soutient nos projections dans le cadre des rencontres d'histoire. Il nous reste quelques exemplaires et vous pouvez prendre les affiches donc, qui restent. Vous pouvez aussi nous donner un petit peu de sous pour continuer à faire vivre ces rencontres. Donc la parole est à Barbara et ensuite je cède la table à la table des spécialistes des médias. Bonjour à tous. Alors comme l'a dit Anne, je suis la nouvelle présidente du Centre social et culturel des Grésillons. Moi, je vous ai préparé un petit discours, parce qu'en fait, je voulais juste que ce soit un petit peu cadré. Ça va pas durer longtemps. Comme ça, moi, je vous laisse la place par la suite. Donc, je suis vraiment, c'est avec une immense fierté et une émotion vraiment sincère que je vous souhaite la bienvenue à tous à l'occasion de ces 10e rencontres d'histoire critique de Gennevilliers. Depuis 10 ans, ce rendez-vous fait vivre un espace précieux où l'esprit critique n'est pas un luxe, mais une nécessité. Un moment où l'information circule en continu, où les images nous parviennent avant même que nous ayons le temps de les analyser, où le vrai se brouille parfois avec le faux, rappelez que la liberté, et notamment la liberté d'informer, de transmettre et de débattre, est un droit fondamental et devient essentiel. L'espace Grésillon, à son échelle, partage cette mission. Ici, nous croyons au pouvoir des savoirs, au partage des expériences, au dialogue avec les générations et les cultures. Nous croyons qu'une société plus juste se construit avec des citoyens mieux informés, plus autonomes dans leur capacité à comprendre et à agir. Alors Patricia, comme l'a dit Anne, est en séminaire ce week-end. Elle s'excuse vraiment et sincèrement auprès de vous. Mais par contre, elle m'a chargée donc, de vous accueillir. Et je tiens particulièrement à remercier et chaleureusement toutes celles et ceux qui ont œuvré à l'organisation de cette 10e édition. Je vous souhaite des échanges riches, vivants, parfois passionnés, car la passion est aussi une forme de liberté, et surtout des rencontres qui nourrissent l'esprit autant que le cœur. Merci à vous toutes d'être ici, et je vous souhaite de très belles rencontres historiques. Voilà. Et maintenant, c'est à vous. Oui. J'ai 4 minutes de plus. Hein. Et 19. Non, mais pas Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents ce matin. Donc pour la première table ronde de la journée, qu'on a intitulée donc Médias, pouvoir, argent. Donc là, on va forcément avoir une approche un peu large des médias, entendus comme l'ensemble des moyens de communication utilisés pour diffuser de l'information à une audience large. Donc dans la période étudiée qui va aller de la fin du 19e siècle à aujourd'hui, ça veut dire que les médias sont nombreux, autant la presse écrite avec les journaux que les livres très nombreux, la radio, la télé, les sites web d'actualité, les blogs après qui se développent, aujourd'hui les vlogs par exemple qui pourraient être des médias, et bien évidemment la question des réseaux sociaux. A priori, depuis toujours, l'enjeu de leur contrôle et de leur maîtrise a été perçu notamment par les puissances d'argent qui ont bien compris l'importance pour pouvoir influencer les débats d'idées, les débats de société, l'importance de les contrôler. On voit aussi tout l'enjeu démocratique qu'il y a derrière la nécessité d'avoir des informations fiables, exprimées librement par des journalistes indépendants, l'importance du pluralisme et, pour le débat d'idées et pour pouvoir avoir des diversités d'opinions. Et on voit bien tout le problème que la concentration des médias, qui donc a pris des formes différentes dans la période qu'on va étudier, pose les problèmes que ça pose à ces enjeux démocratiques. Donc, quelles sont les puissances financières qui ont pu chercher à contrôler ou maîtriser les médias au cours de ce long siècle?
enfin 2 siècles et demi, enfin, avec quelle alliance politique, notamment à droite et avec l'extrême droite, quelles sont les conséquences de ces emprises, mais aussi quelles ont été les luttes qui ont pu exister, les législations qui ont pu être mises en place pour essayer de limiter ces phénomènes et comment ces législations sont contournées. Bref, vaste programme. Donc vous allez avoir des premiers aperçus puisque nous n'avons qu'une heure et demie. Et je vous invite, ce que je vous dis, il y a le Silomac, donc le webzine de Silo qui est sorti, qui a été mis en ligne hier avec des articles qui vont aussi continuer à arriver pour continuer à approfondir cette question. Donc pour discuter pour avoir des éléments d'analyse et comprendre cette situation historique, nous avons donc 3 spécialistes à table, donc par ordre alphabétique. Baptiste Giron, donc à ma droite, doctorant en histoire contemporaine à l'université Clermont-Auvergne. Et donc tu fais ta thèse sur une révolution manquée, histoire de la Société nationale des entreprises de presse de 46 à 92. Donc tu vas nous en parler dans ta communication. Et donc tu as aussi écrit un article, donc je vous remonte le silo, sur cette question. Jean-Yves Mollier, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Donc vous êtes spécialiste de l'histoire de l'édition, du livre, de la lecture en France. Bon, vous avez écrit beaucoup trop de livres pour que je les cite, mais en 2008, édition Presse et pouvoir en France au XXe siècle. Chez Libertalia en 2022, brève histoire de la concentration dans le monde du livre. Et récemment, Panama, un canal pour la mémoire, dans les derniers ouvrages. Enfin, Nils Solari, vous êtes donc journaliste indépendant, membre de l'association Acrimed, donc tu présenteras après, donc je ne vais pas la développer ici, mais ça veut dire Action Critique Média. Et toi, tu es aussi formateur sur les rapports aux médias et à l'information, en éducation aux médias. Et tu traduis aussi de l'espagnol. Voilà, pour les présentations. Eh bien, on va commencer. Je vais vous tout de suite, sans plus attendre de passer la parole. Donc on va faire une présentation un peu chronologique, on va dire ça comme ça. Et donc Jean-Yves Mollier va commencer par sur ce petit sujet de l'évolution des médias par rapport au pouvoir et à l'argent de 1880 aux années 30, donc à la guerre. Voilà. Et tout ça en une quinzaine de minutes. Merci. Alors, pour essayer de tenir dans le temps qui m'est imparti, je vous propose un plan en 2 parties très simples. D'abord, une culture de masse qui s'infiltre partout et ensuite, un pouvoir d'intervention croissant. Culture de masse qui s'infiltre partout. En effet, la presse écrite, nationale, régionale et thématique devient une véritable réalité après 1880. Un point de repère, la loi du 29 juillet 1881, elle entérine un état de fait. 3 chiffres qui permettront d'éclairer la situation. Les Français achetaient 1 million de quotidiens en 1870, 3 millions en 1881 au moment du vote de la loi, presque entre 9 et 10 millions à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est véritablement l'âge d'or de la presse et ça entraîne évidemment des changements extrêmement profonds. Les grands quotidiens nationaux peuvent tirer entre 1 et 1,5 million d'exemplaires, les 4 grands, le Petit Parisien, le Petit Journal, le Matin et le Journal. Mais il ne faut pas oublier les grands quotidiens de province, à la fois à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, qui ont également une très grande audience. Il n'est pas rare à l'époque qu'en province, les gens lisent 2 quotidiens chaque jour. Et quand je dis lire, ce n'est pas comme aujourd'hui. Ce n'est pas feuilleter et parcourir à toute vitesse. C'est véritablement les lire presque intégralement. Alors, cette presse, elle a évidemment des avantages. Elle informe au sens le plus large du terme la quasi-totalité de la population, aussi bien les campagnes que les villes, mais elle a aussi d'énormes défauts. C'est une presse qu'on qualifierait aujourd'hui de people, mais le terme n'est pas utilisé à l'époque. C'est une presse qui cultive essentiellement le fait divers. Et quand il n'y a pas un prisonnier qui s'échappe de la prison de Dijon et qui se fait arrêter comme un imbécile au café le lendemain matin, eh bien, on invente le fait divers. Les grands quotidiens peuvent proposer à leurs lecteurs jusqu'à 10 et 12 faits divers par jour. Alors évidemment, la plupart, c'est à partir
de faits plus ou moins criminels qui se déroulent, mais il y en a bien d'autres. Cette culture du fait divers, elle s'accompagne aussi d'une véritable culture du sport. C'est la grande époque où d'abord les clubs de sport se développent un peu partout, le football, le rugby et bien d'autres sports, le vélo, ce sont les débuts de l'aviation, de l'automobile. Le sport est partout et la presse, évidemment, soutient les grandes compétitions sportives. C'est également une époque qui voit le nationalisme, le chauvinisme se répandre lors de crises très profondes. Le boulangisme d'abord en 1887-1889, qui se termine lamentablement par le suicide, comme dans une opérette, du général Boulanger sur la tombe de sa maîtresse à Bruxelles. Donc il y a de quoi effectivement en faire tout un roman. C'est pas terrible pour les députés qui vont se réclamer du boulangisme juste après, mais enfin, n'oserions pas trop vite, car c'est le début de la mise en œuvre de campagnes à l'américaine. Ce sont les premières campagnes où des séides, donc des hommes de main recrutés bourrent les urnes, font le coup de poing dans les meetings. C'est donc une époque qu'il faut surtout ne pas prendre à la légère. Ensuite, la deuxième crise, c'est évidemment, elle est concomitante à l'affaire Dreyfus, qui elle-même est encadrée par le scandale de Panama, l'antisémitisme qui apparaît sous sa forme moderne, avec au fond la France juive de Drummond en 1886, va aller crescendo, mais pas de manière linéaire, avec des bas, avec des hauts, selon les périodes. Mais enfin, le boulangisme inclut aussi en partie l'antisémitisme, le scandale de Panama, l'affaire Dreyfus, et puis bien d'autres crises. Alors, j'ajoute un autre média, la radio. Je n'en parlerai pas véritablement aujourd'hui. La radio, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, on considère que les Français ont entre 5 et 6 millions de postes de radio. Donc, toutes les familles n'ont pas la radio, mais enfin, la radio est en train de devenir le média qui sera majoritaire au début des années 1960. Il faudrait citer également les affiches. Elles sont partout. Et dans la culture de masse de l'époque, la culture visuelle est très importante. Les affiches sont omniprésentes dans les rues, sur les murailles des villes. C'est aussi l'époque du cinéma, je n'ai pas le temps de développer, avec également les informations cinématographiques. Avant un film, il y a toujours notamment les actualités pâtées. Alors au fond, je résumerai cette première époque en insistant sur le fait que cette culture de masse, elle est commune à tous les Français. J'entends là aussi bien les hommes que les femmes, à tous les Français, au sens où elle dépasse les clivages entre les classes sociales, entre les régions, entre les sexes. Madeleine Robériou, historienne disparue il y a maintenant un certain temps, avait coutume de dire, et elle avait raison profondément, qu'il ne faut jamais confondre la culture ouvrière avec la culture des ouvriers. Car la culture des ouvriers, même ceux qui sont militants syndicaux et politiques, inclut évidemment de nombreux éléments de la culture de masse. Et c'est souvent parce qu'on veut malheureusement résumer la culture des ouvriers à une culture ouvrière qu'on ne comprend pas un certain nombre de phénomènes qui apparaissent comme étranges, incongrus, voire anormaux. Non, en fait, ils s'intègrent dans ce paysage. Deuxième point, essayons de voir maintenant le pouvoir de l'argent, ce que j'ai appelé un pouvoir d'intervention croissante. Là, ce sont des forces ennemies qui ne veulent pas que nous abordions ces thèmes-là, mais notre voix sera plus puissante. Alors, le pouvoir d'intervention croissante de l'argent dans le monde des médias, de la presse, il apparaît notamment au moment du scandale de Panama. On est en 1892, la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama a fait faillite 3 ans avant, mais il n'y a pas eu de scandale au moment de la faillite. Il y a eu une déception, il y a eu des suicides, la presse en a parlé, mais on ne cherche pas les responsables et encore moins les coupables. C'est 3 ans plus tard que les nationalistes avec Drummond, dans le journal antisémite et nationaliste La Libre Parole, lancent une campagne intitulée « Les dessous du Panama ». Évidemment, il s'agit d'ébranler la République en se servant d'un authentique scandale. En 2 mots, je le résume, 3 secteurs importants
d'un point de vue de la société, se sont considérablement enrichis avec la mise en œuvre de cette entreprise qui était censée creuser un canal entre les Amériques. Les trois secteurs sont, un, le secteur bancaire, qui a soutenu, un peu comme la corde soutient le pendu, qui a soutenu l'entreprise en lançant les obligations, mais qui en revanche a revendé immédiatement les titres des emprunts dès qu'elle avait empoché son bénéfice. Elle va gagner quelque chose comme 80 millions d'euros, peut-être 80 millions de francs de l'époque, peut-être 400 millions d'aujourd'hui, ça n'est pas rien. Deuxième secteur, la presse. La presse qui a soutenu l'entreprise en acceptant ce qu'on appellerait nous des pots de vin, en acceptant des subventions, mais très souvent en les demandant. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise ne va pas au-devant des journaux et des journalistes, car il y a prévarication des journaux, mais également d'un certain nombre de journalistes, la presse a touché environ 25 millions de l'époque, 125 millions d'euros à peu près d'aujourd'hui. Et puis ensuite, 150 élus de la nation vont être mentionnés, désignés, stigmatisés comme des chécards, comme des élus qui ont touché, j'utilise les expressions de l'époque. Pourquoi chécards ? Parce que le baron de Reynac, qui était le financier de l'entreprise, avait signé 26 chèques sur lesquels on a focalisé l'attention, parce qu'on a retrouvé le carnet de chèques après sa mort, et on pouvait lire sur les talons des chèques le nom des bénéficiaires. En gros, on peut considérer que, en effet, 150 députés, sénateurs et ministres, il y en a 7 ou 8 ministres, ont accepté de l'argent. Mais attention au fait que les lois d'aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. On ne peut donc pas plaquer mécaniquement notre sensibilité et nos jugements moraux sur l'époque. Un ministre, en pleine cour d'assises, dira carrément « Mais vous savez, j'ai même été surpris en revenant d'une mission que j'avais effectuée à l'étranger, de voir que mes amis ne m'avaient pas intéressé dans la dernière campagne d'obligation à l'eau pour la Compagnie du Panama. » En pleine cour d'assises, un ministre peut dire, et je décrypte, « Je suis étonné qu'on ne m'ait pas intéressé dans une affaire qui avait réussi. » Vous avez compris quelle était la manœuvre. On intéressait les députés, les sénateurs et les ministres uniquement pour les lancements d'emprunts qui avaient réussi. Quand les emprunts avaient échoué, on ne les intéressait pas. Il n'y avait aucune loi pour empêcher ce qui apparaîtrait aujourd'hui comme évidemment illégal et entraînerait des poursuites judiciaires. Donc, une énorme affaire qui va entraîner comme première conséquence qu'aux élections qui vont suivre en 1893, un tiers de la Chambre des députés sera renouvelé. Soit que les sortants ne se soient pas représentés, soit qu'ils aient été battus. Une figure importante, Georges Clemenceau, il est battu en 1893 dans le Var, et lui qui avait dit pique-pendre du Sénat, il ne pourra redevenir parlementaire en 1902 qu'en acceptant un siège de sénateur. Il mangera son chapeau et même le tissu, tous les tissus qui vont avec son chapeau. Alors, ce scandale de Panama, il n'est pas le seul, car il faut aborder un autre qui va éclater après la Première Guerre mondiale, et c'est l'Humanité, le journal, qui en 1923-1924 lance une campagne contre ce que l'Humanité appellera l'abominable vénalité de la presse française. Cette formule, elle est empruntée à un extrait de la correspondance d'Arthur Rafalovitch, banquier parisien d'origine russe, qui était l'émissaire à Paris du ministre des Finances du gouvernement russe de l'époque. Et donc, au moment des emprunts russes, qui avaient pris le relais puisque la Compagnie du Panama n'existait plus, ou plus exactement avait été relayée par une entreprise américaine, c'était les emprunts russes qui attiraient l'épargne française, et de la même manière, les journaux et les journalistes s'étaient considérablement enrichis. Arthur Rafalovitch, qui était chargé de corrompre la presse française, est tellement écœuré un jour qu'il, dans sa lettre à son ministre, il parle de l'abominable vénalité de la presse française. Le mot est fort.
et ça deviendra le titre d'un livre en 1931 publié à la Librairie du Travail. Vous le trouvez encore, éventuellement, c'est les marchands d'anciens. L'abominable vénalité de la presse. On est là, après la Deuxième Guerre mondiale, dans la campagne que Lénine a engagée d'ouverture des archives secrètes et de publication dans les pays intéressés à partir des archives des ambassades. Troisième exemple, l'exemple des propriétaires des grands journaux. Le Matin, un des 4 grands, appartient aux frères Maurice et Philippe Buneau-Varilla, qui se sont enrichis considérablement, précisément avec l'entreprise du Panama, et notamment avec la deuxième entreprise, celle qui sera vendue, je n'ai pas le temps de développer, en 1904 au gouvernement des États-Unis. C'est avec cet argent que les frères Buneau-Varilla ont racheté le journal Le Matin. Pouvoir de l'argent, mais c'est une parenthèse, vous avez cité mon dernier livre, c'est Panama, un canal pour mémoire, les mémoires du canal de Panama. Eh bien, je retrace les circuits bancaires avec le nom des banques et les sommes qui ont circulé pour déclencher en 1903 le coup d'État à l'intérieur de la République de Colombie qui va amener la sécession du Panama, mais ce n'est pas notre objet. En dehors du Matin, le journal est la propriété des frères Letellier, autres entrepreneurs des travaux publics qui se sont considérablement enrichis. J'ajoute maintenant, en me rapprochant des années 30, le parfumeur Coty, un Français d'extrême droite. Il ne s'appelle pas Coty, pas de rapport avec René Coty, c'est un pseudonyme. Il s'appelle Spoturno et il est corse, mais il a pris comme pseudonyme sa marque de parfum Coty. Il a racheté Le Figaro, il a créé l'Ami du Peuple et il lance dans les années 30 des campagnes, effectivement, favorables aux ligues, au mouvement d'extrême droite. Autre industriel qui apparaît dans le monde de la presse, peut-être le plus important, Jean Prouveau. C'est le patron de la lainière de Roubaix, à l'époque où le textile du Nord est évidemment une réalité très importante. Il va être propriétaire, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, d'un grand quotidien du soir, Paris Soir, créé en 1930, qui peut tirer jusqu'à 2 millions d'exemplaires à la veille de la Première Guerre mondiale. Il a repris Match, qui deviendra Paris Match après la guerre, et il a créé pour les femmes Marie-Claire. La presse Prouveau publie entre 4 et 5 millions d'exemplaires. Alors attention, seul Paris Soir est quotidien, les autres sont évidemment des hebdomadaires. Jean Prouveau deviendra ministre de l'Information pendant moins d'un mois en juin 1940, puis haut-commissaire à la propagande. À l'époque, propagande et information sont parfaitement synonymes. Le terme de propagande deviendra péjoratif après la Deuxième Guerre mondiale. Il ne l'est pas encore à l'époque. Donc évidemment, vous voyez comment, effectivement, à partir de la propriété d'une presse, on peut devenir ministre. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout en étant pétainiste, il s'abstiendra d'un soutien trop officiel. On retrouvera Jean Prouveau, propriétaire du Figaro dans les années 64-75, président de RTL de 65 à 70. Donc vous voyez, si on oublie la Deuxième Guerre mondiale, le Paris Soir collabo à Paris ne lui appartient plus et est la propriété de mouvements collaborationnistes. J'y ajoute les messageries Hachette, dont on va sans doute reparler avec la seconde intervention. Les messageries Hachette qui appartiennent donc à une librairie au départ, une énorme maison d'édition, qui a des messageries de presse depuis la fin du XIXe siècle, implantées dans le quartier de Rouault, et qui ventile la presse dans toute la France, mais qui a également, depuis les années 20, des messageries du livre, et qui vend effectivement les livres d'à peu près 70 éditeurs, dont les éditions Gallimard. C'est une énorme entreprise. Un seul exemple de nuisance de cet empire médiatique, en 1937, lorsque la CGT décide de doubler la vie ouvrière d'un mensuel Messidor, les messageries qui deviendront les NMPP à partir de 1947, les messageries Hachette acceptent de le diffuser, mais envoient systématiquement les gros colis de Messidor à Neuilly et dans le 16e arrondissement, et les tout petits paquets à Ivry ou à Gennevilliers ou à Saint-Denis. Voilà une manière effectivement très discrète de ruiner ou en tout cas de porter un préjudice matériel
à celui qu'on est censé diffuser convenablement. Je donne que ces exemples. Et je termine avec l'éditeur Fayard, qui en fait ne diffuse pas véritablement au niveau des livres une idéologie. Bien sûr, il y a les historiens nationalistes comme Jacques Bainville et Pierre Gaxotte, mais ce n'est pas tellement ainsi. L'éditeur Fayard lance des grands journaux, Candide et Je suis partout. Je suis partout jusqu'à sa mort en 1936. Après, Je suis partout sera repris par l'extrême droite, mais des journaux qui effectivement sont pour le moins nationalistes. Et d'ailleurs, c'est la femme d'Artem Fayard qui va faire la campagne en faveur de Charles Maurras et qui obtiendra son élection à l'Académie française en 1938. Donc, on a bien une montée en puissance, j'ai résumé. Quand on résume, on simplifie, on est un peu schématique, mais c'est pour les nécessités pédagogiques, pour que vous puissiez voir un peu comment, dans cette époque de culture de masse, d'immenses empires de presse se mettent en place et qui préfigurent, et je termine par là, ce que seront dans les années 70-80 l'empire hersan, l'empire du papivore, autour du Figaro, d'un certain nombre de journaux, notamment aux Antilles et puis également en France. L'empire hersan que François Mitterrand avait promis de démanteler, mais que sans doute il n'a pas eu le temps de démanteler. On verra apparaître d'autres empires de presse aujourd'hui, et on peut aller aujourd'hui, au fond, jusqu'à l'empire de Bolloré. Merci. Merci pour la clarté et la concision. Donc, Baptiste, un moment justement, juste après-guerre à la Libération, il y a une tentative d'essayer de lutter contre cette emprise du pouvoir de l'argent. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ils comptaient faire pour essayer de créer les conditions de l'indépendance des médias vis-à-vis du pouvoir du capital? Je fais une petite parenthèse en disant que j'ai relu le numéro 1 de l'UMA, là où il y a Jean Jaurès qui dit leur but. Et il dit quand même cette phrase que faire vivre un grand journal sans qu'il soit à la merci d'aucun groupe d'affaires est un problème difficile, mais non insoluble. Donc, qu'est-ce qu'ils ont imaginé et pourquoi tu parles de révolution manquée? Bien, déjà, bonjour à tous et toutes. Et merci aux organisateurs et en particulier à Louise pour cette invitation. Et aussi pour l'honneur de me faire d'être aux côtés de Jean-Yves Mollier, qui est un des historiens qui m'a très largement le plus inspiré pour mes travaux, et je tenais à lui rendre cet hommage. Alors, bon, moi je vais faire une introduction sur les enjeux de la presse que moi j'étudie, un petit peu inhabituel, parce que moi je vais partir du présent. Parce que depuis les années 90-2000, on a vu émerger deux courants, à la fois un courant universitaire historiographique et un courant, on va dire, un courant militant et d'analyse, qui est notamment un mouvement critique de la presse, qui est apparu dans les années 90 sous l'impulsion des analyses qu'avait fait Bourdieu sur le journalisme, la télévision, etc. Et qui s'est très largement centré sur une critique justement des pratiques journalistiques. Et de l'autre côté, on a connu aussi dans les années 80-90 un renouveau de l'histoire de la presse qui, là pareil, s'est largement aussi construit autour de la centralité de l'histoire des journalistes. Et donc en fait, moi, dans mes travaux, c'est quelque chose que j'essaye un petit peu de déconstruire dans la mesure où il y a une véritable réification dans cette vision-là. Parce que souvent, on présente l'histoire de la presse ou l'étude des enjeux de la presse comme étant l'histoire du journalisme et par extension des journalistes. Or, en fait, un journal, c'est pas juste sa rédaction, c'est aussi une entreprise qui s'insère dans un marché et ainsi que dans une production industrielle, et ça mobilise en fait des cadres, des ressources et des êtres humains qui sont bien plus larges que simplement les journalistes. Et donc moi, voilà, je vais essayer de vous faire une présentation de ces enjeux-là avec une approche de l'histoire de la presse qui va être un peu différente de d'habitude. C'est qu'on va parler des politiques sur les biens de presse. Donc j'aborderai pas les journaux et leurs rédactions en tant que telles. On va parler des enjeux autour des biens de presse et surtout une question de fond qui est quelle forme de la propriété va être débattue à la Libération pour les entreprises de presse. Alors pour faire très vite dans l'introduction là aussi, parce qu'il faut quand même en dire quelques mots, mais je ne vais pas développer parce que je manque de temps, parce que évidemment l'ombre portée de toute cette histoire, c'est la collaboration. Donc après l'armistice en 1940, la presse française, elle est au tournant de son histoire. C'est une presse très importante, massive, qui reste très lue, même si elle a connu une crise, mais elle reste, comme l'a dit Jean-Yves Mollier, massive et très influente. La plupart des titres de presse vont accepter le compromis avec l'ordre occupant et l'ordre de Vichy qui va se constituer. On a à peine une dizaine de titres qui vont se saborder durant l'été 1940. Les autres vont tous
soit parfois sous contrainte, soit d'eux-mêmes, accepter de continuer à paraître durant l'occupation. Et c'est ça qui va être déterminant pour ce qu'on appelle la collaboration de la presse. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de collaboration pour simplement des titres de presse qui continuent à paraître? Parce qu'ils continuent à paraître en acceptant d'une part de se soumettre à un système de censure qui est du côté de l'occupant, la propaganda Abteilung, et du côté de Vichy, ce qu'on appelle l'OFI, l'Office français de l'information. Et accepter ce système de censure, c'est pas simplement tenter de s'accommoder dans un régime autoritaire, c'est participer à un système de propagande de l'opinion, de subvention directement faite par l'ambassade allemande et par le régime de Vichy, et surtout, et ça c'est très important de le dire, durant l'occupation, les mots de la presse, ils tuent. Les articles que les journalistes collaborateurs font provoquent des arrestations, des déportations, des exécutions. Donc vraiment, c'est ça qui va être fondamental. Et de l'autre côté, dans le camp adverse, on va avoir une résistance qui va s'organiser et qui va largement s'organiser autour de titres de presse. Vraiment, la presse... Oui, j'avais oublié. Super, merci. La presse va vraiment se structurer autour de presse. On estime qu'on a à peu près 1350 titres de presse clandestins de la résistance durant l'occupation. Ce qui est colossal, et ils arrivent parfois à atteindre des centaines de milliers d'exemplaires par numéro, ce qui, compte tenu des situations clandestines, est absolument énorme. Et donc, forcément, la résistance, qui aussi va organiser sa réflexion sur quelles mesures mener à la libération, va réfléchir sur des questions à la fois prosaïques. Qu'est-ce qu'on fait de la presse qui a continué à paraître et qui s'est compromis avec l'occupant? Comment on récompense celle qui, au contraire, a fait preuve de patriotisme? Mais surtout, ils vont réfléchir à une question plus fondamentale, à essayer de réfléchir à comment une presse qui est née de la Troisième République, qui est née grâce aux lois libérales de la République, a pu trahir ce même régime. Quel est le mal originel de fond? Et donc, c'est autour de ces enjeux-là qu'elle va se construire. Donc, moi, j'ai divisé, parce qu'on a... Ah, super. Donc, c'est autour de ça que la résistance va réfléchir. Et donc, justement, à partir de l'année 1942, on a des premières commissions d'experts qui se construisent dans la résistance. Il y en a un fondamental qui me semble être le plus important, parce qu'il y en a plusieurs, je ne peux pas tous les nommer. Le plus important me semble être le Comité général d'études, qui va se former donc, à l'été juin-juillet 1942 par Jean Moulin, qui rassemble des hauts fonctionnaires et des universitaires et qui vont vraiment faire une réflexion autour de qu'est-ce que la collaboration, comment on va la punir et quelles mesures à prendre à la libération. Ce qui est intéressant, on connaît assez bien leurs travaux parce qu'ils publiaient justement une revue que vous voyez donc ici qui s'appelle les Cahiers politiques, qui vont publier de 43 à 44 et qui nous permettent de savoir un petit peu le degré de leur réflexion. Et ce qui est intéressant dans leurs travaux, c'est comment ils vont définir la collaboration et ses origines. Pour eux, la collaboration, c'est pas un accident de l'histoire, c'est pas non plus la somme de dérives individuelles, c'est la suite logique, la conclusion logique et tragique d'un système. Et ce système, c'est quoi? C'est l'argent qui gouverne, le pouvoir de l'argent. C'était inévitable qu'on en arrive à la collaboration et au fascisme en France, parce que, disent-ils, depuis 100 ans, l'argent gouverne, et l'argent, il est opportun et opportuniste, et forcément, il en est arrivé là. Et donc, du coup, pour eux, pour mettre une fin définitive à toute forme de collaboration, il faut épurer la France du pouvoir de l'argent. Et donc, c'est pour ça que je parle de révolution, parce que c'est le mot que eux emploient, ce n'est pas mon interprétation. C'est le mot que eux mobilisent pour qualifier, justement, cette volonté d'épurer la France du pouvoir de l'argent. Et ils vont le faire notamment dans le secteur de la presse, parce qu'en 1943, donc le CGE se dote d'une commission de la presse qui va élaborer un certain nombre de mesures que vous pouvez voir résumées justement sur le diaporama. Alors je fais très vite là-dessus justement. En gros, ils vont définir c'est quoi une presse collaborationniste. Ils vont décréter que sera considérée comme collaborationniste toute la presse qui en zone nord a continué de publier après le 25 juin 1940. Et pour la zone sud, ils font une distinction qui va avoir des incidences évidemment. Toute presse qui a continué à paraître après le 11 novembre 1942, date où les Allemands interviennent justement dans la zone de Vichy. Il propose tout simplement l'interdiction de l'entièreté des titres de presse qui ont continué à apparaître sous l'occupation. Donc épuration intégrale des titres de presse. La confiscation totale des biens de presse. La création de plusieurs services publics pour encadrer l'émergence d'une nouvelle presse, notamment une caisse nationale pour financer le capital de départ de nouveaux titres de presse. Un office national de la publicité, nationaliser l'intégralité de la distribution de la publicité.
et surtout la création d'un office national des messageries, justement la nationalisation des agences de presse et de la distribution de la presse. Et donc c'est une révolution réellement qu'il propose, il la nomme telle quelle, qui s'articule sur deux choses, deux enjeux, deux dimensions. Premièrement, assurer la transition, passer de titres de presse à d'autres. Donc ça veut dire épurer les acteurs et les entreprises qui ont collaboré. Et deuxième dimension, la transformation, passer d'un régime de presse à un autre. Et pour ce faire, ils vont vouloir réviser le statut de la presse qui date du 29 juillet 1980 pour en faire un autre. Et qu'on peut voir résumer sur 4 principes fondamentaux, dont le plus important est le quatrième, qui est de considérer que les journaux ne doivent pas être des entreprises. Et elles ne doivent pas obéir aux règles du marché. L'information ne doit plus être une marchandise. Ces propositions, elles vont largement être prises justement par le CNR ainsi que par le Comité de libération nationale et notamment par un homme qui est important qui s'appelle Pierre-Henri Tedjean, qui était secrétaire général de l'information au gouvernement d'Alger, qui va produire une première ordonnance qu'on appelle le Cahier bleu et qui va autoriser la résistance dès la guerre sur le territoire continental commencée à pouvoir s'emparer des biens de presse et à pouvoir y faire imprimer la nouvelle presse issue de la résistance. Dans cette suite logique, donc, la première ordonnance officielle qu'on a, c'est l'ordonnance du 22 juin 1944, donc, qui place sous séquestre judiciaire l'ensemble des biens de presse et les met en gestion au domaine, à titre conservatoire. On a ensuite une deuxième ordonnance qui est celle du 30 septembre 1944, qui est sans doute la plus connue parce qu'elle interdit définitivement tous les titres de presse qui ont paru durant l'occupation avec les dates que je vous ai données, ce qui est pas rien, c'est quelque chose qu'il faut noter. On a au total 600 titres de presse qui vont être interdits, dont 188 quotidiens sur les 206 qui existaient avant-guerre. C'est-à-dire 90% de la presse quotidienne va disparaître, est interdite. C'est l'épuration la plus énorme, non seulement évidemment de l'histoire française, mais de l'intégralité de l'histoire européenne. Alors cette mesure, elles vont permettre la transition de la presse, mais elles vont poser quelques petits problèmes. Notamment, elles ne règlent pas le problème de la propriété. Qui possède quoi? Les biens sont séquestrés, on a de nouveaux titres de presse, mais qui possède quoi? Et donc, on a une ordonnance qui est créée à ce niveau-là, qui est l'ordonnance du 5 mai 1945, qui va introduire un concept qui est fondamental aujourd'hui en droit français, qui est le concept de personne morale. On va pouvoir dorénavant, non pas juger simplement des personnes physiques, mais donc du coup seulement les directeurs d'entreprise, mais aussi les entreprises elles-mêmes, comme personnalité morale. Ceci afin justement de juger les entreprises collaborationnistes pour ensuite pouvoir en confisquer officiellement les biens et ensuite les donner à la nouvelle presse. Problème, c'est que la justice ne va pas faire son travail. Puisqu'on a au total 538 entreprises qui vont être poursuivies, ce qui n'est déjà pas beaucoup, et on en aura seulement 115 qui sont condamnées en 1948. Donc du coup, la transition ne peut pas se faire de la propriété. Donc à cet effet, on fait du coup une deuxième ordonnance, qui est l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui met en place un système de transfert des biens de presse vers les nouveaux journaux, à condition qu'ils indemnisent les anciens propriétaires. Problème là aussi, elle n'est pas appliquée pour une raison simple, l'ancienne presse n'a pas d'argent pour indemniser les anciens propriétaires. Donc ces transferts ne se fait pas. Sachant qu'on est dans un contexte là aussi de pénurie de papier, de flambée des prix, de mouvements sociaux que je ne peux pas développer, qui va poser problème. Donc en 1945, on est dans l'impasse. Et c'est dans ce contexte-là, du coup, qu'un homme important, donc, qui est Gaston Defferre, qui va intervenir et qui va, je fais très vite du coup, qui va du coup développer une loi fondamentale. Donc avec le groupe socialiste, Gaston Defferre, il propose une loi, qui est donc la loi du 11 mai 1946, qui propose tout simplement la nationalisation des biens de presse. C'est une loi qui s'appelle la loi de transfert et d'évolution des biens de presse. Cette loi, comment elle fonctionne pour faire extrêmement simple? En gros, tous les biens de presse, quelles que soient les décisions de justice, doivent être nationalisés. Tous les biens de presse. Ils sont nationalisés et gérés provisoirement par une institution qui s'appelle la SNEP, la Société nationale des entreprises de presse, qui permet à la nouvelle presse d'avoir des biens pour se faire imprimer et pour occuper des locaux. Et on le fait provisoirement le temps qu'il y a un nouveau statut de la presse. Bien. Alors cette loi, elle est fondamentale pour plusieurs raisons. Et elle change avec les ordonnances de presse, parce qu'en fait, elle fait disparaître le concept de propriété privée, de facto, dans les biens de presse. Pourquoi? Les ordonnances de presse, ils confisquent des biens, mais officiellement, les biens appartiennent toujours aux anciens propriétaires. Avec la loi Defferre, c'est terminé. On décide d'un transfert de la propriété. Et ça, c'est absolument fondamental, et c'est ça qui la rend plus radicale.
C'est aussi une forme de nationalisation totalement inédite dans toutes les nationalisations qui sont faites à la Libération, parce que justement, ce n'est pas la volonté ni de punir des entreprises collaborationnistes, puisque on se fiche qu'elles soient jugées ou non. On les nationalise quand même. Donc ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas non plus la constitution d'un monopole public façon EDF-GDF, puisque c'est provisoire. Donc c'est vraiment une forme de nationalisation qui est inédite à la Libération. Bien. Le problème, vous pouvez voir la liste. Non, il faut revenir sur la slide précédente. Voilà. La liste d'ailleurs des arrêtés et des décrets qui sont faits. Le problème, c'est que c'est un système extrêmement complexe. En gros, il faut que le gouvernement, le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Information, il faut qu'il produise un décret pour décider quelle société il veut nationaliser. Et ensuite, après ce décret, il doit produire un arrêté qui détaille la liste des biens qui seront compris dans cette nationalisation. Donc le problème, vous voyez tout de suite venir, c'est que la SNEP est totalement dépendante des volontés du gouvernement pour constituer son patrimoine. Et là va être le problème, c'est que la loi ne sera pas appliquée, en tout cas pas dans son intégralité. En tout, moi j'ai réussi à comptabiliser 195 sociétés qui vont être transférées à la SNEP. Et en fait, c'est loin du compte par rapport à ce qui était prévu, puisque d'après le service des séquestres des imprimeries du gouvernement, il y a au minimum 1060 sociétés qui étaient prévues dans la liste des décrets. Donc on voit la différence d'échelle. Alors il y a plein de raisons qui expliquent que la loi ne soit pas appliquée, que je n'ai malheureusement pas du tout le temps de développer. Ce qui est important de retenir, c'est que voilà, le gouvernement a rapidement abandonné sa logique de révolution. On voit la baisse tendancielle du nombre de productions d'arrêtés, qui est quand même assez parlant sans que je développe, et surtout l'abandon de produire ce nouveau statut de la presse, qui fait qu'à la fin des années 40, la SNEP, elle est dans l'impasse à la fois politique et statutaire, dans le sens où elle doit être provisoire. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas le statut de la presse. Elle a un patrimoine qui est vétuste, qui fonctionne mal, qui n'est pas cohérent, qui a été mal constitué, qui n'est pas toujours appliqué. Donc on est dans une impasse. Et c'est du coup, on va passer, pas à la slide suivante, mais encore celle d'après, parce que je vais sauter le point sur la CGT, on n'a pas le temps, à la contre-révolution qui va être organisée en 1954. Donc je vous parle de la loi Defferre, elle va être adoptée largement à l'Assemblée nationale, mais elle avait des adversaires, notamment parmi deux partis politiques qui sont les radicaux, essentiellement, et aussi le Parti républicain libéral. Les radicaux s'opposent tout simplement à la loi Defferre pour une raison très simple, c'est qu'ils ont tout à y perdre. Eux, leur presse, elle a continué massivement à paraître pendant l'occupation. Donc ils sont considérés largement comme une presse collaborationniste, et donc en fait ils sont perdants dans cette affaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que Édouard Herriot est l'un des leaders qui luttent contre la loi Defferre, et qui va avoir d'ailleurs cette phrase lors du débat au Parlement qui est l'appropriation pour cause d'utilité privée. Cette expropriation-là, c'est le vol. Voilà, magnifique reprise de Proudhon, bon, très largement dévoyée de son sens originel. Mais ils ne vont pas abandonner leur lutte, malgré l'adoption de cette loi. Ils vont continuer à travailler, à faire du lobbying dans le but de liquider la SNEP et de revenir sur cette loi, et notamment autour d'un groupe qui est l'Union des intellectuels indépendants, qui était voilà, une structure anticommuniste qui s'est fondée en 1950, qui va être le fer de lance justement des députés pour relancer la bataille contre la SNEP. Et il se trouve que ça tombe bien, comme la SNEP fonctionne mal à cause de la non-application de la loi et de l'absence de nouveau statut de la presse, et du coup, évidemment, au début des années 50, la question de la liquidation de cette entreprise, elle se pose. Et donc, le marquis Roland de Moustier, donc député du Parti républicain libéral, va proposer une loi qui vise à réviser la loi Defferre et à donner un autre statut à la SNEP. Alors comme il est habile, il ne propose pas la fin de la SNEP, comme ses petits camarades, il propose simplement d'en donner d'autres missions. Et donc cette loi de Moustier, elle est adoptée donc, le 4 août 1954, à 402 voix contre 501, puisque seuls les députés communistes vont voter contre cette loi. Et qu'est-ce qu'elle dit cette loi ? Cette loi, elle dit une chose simple, il est temps de répartir les biens de presse. Donc la SNEP doit mettre en place une commission de liquidation de ses propres biens pour les donner à la nouvelle presse, qui en fait l'usage, massivement. Donc c'est ce qui va être fait, et les imprimeries et les biens de presse qui ne trouvent pas repreneurs, eux, resteront dans un nouvel établissement public qui s'appellera toujours la SNEP, mais qui aura un nouveau statut, cette fois-ci de véritable établissement public non provisoire, c'est-à-dire un vrai EPIC qui va durer dans le temps. Je dois vraiment faire très vite du coup là. Le problème, c'est qu'évidemment en réalité la SNEP va se retrouver à la fin avec 14 imprimeries et bâtiments pour imprimer donc de la presse, et le problème, c'est qu'en fait le choix des imprimeries qu'ils vont conserver n'a rien à voir avec la non-reprise potentielle par la presse. C'était un choix politique.
puisqu'en réalité, l'enjeu dorénavant, c'est le contrôle de la presse d'opposition, et en particulier de la presse communiste. Par exemple, l'imprimerie Poissonnaire, qui était donc la grande imprimerie qui imprimait l'intégralité de la presse nationale communiste, et en particulier l'Humanité, ne sera pas donnée ni à la Société de Libération, ni à la Société L'Humanité, sera entre les mains de l'État, pour des raisons politiques. Vous pouvez voir les quelques extraits là, des échanges secrets entre ministères que vous pouvez voir au tableau. Il y a aussi une autre imprimerie, qui est l'imprimerie d'Alger, qui va être conservée, et qui va d'ailleurs être un outil dans une perspective justement en pleine guerre d'Algérie colonialiste, et notamment pour censurer l'Alger républicain qui était imprimé. Et on va empêcher l'Alger républicain d'avoir accès à cette imprimerie grâce à ce nouvel établissement public. Bon, il y a divers autres enjeux. Bon, l'essentiel, c'est de retenir que c'est une véritable contre-révolution, et que voilà, ils ont réussi à reprendre leur revanche contre la loi de fer. Vient ensuite, et là du coup je vais faire très bref, l'enjeu de la crise de la presse dans les années 70 et 80, et effectivement d'une relance de la concentration de la presse. On a une immense crise de la presse qui débute dans les années 60 et qui va s'accentuer dans les années 70, qui a plein d'origines que je ne peux pas développer, mais pour faire très simple, on a évidemment un problème structurant depuis la libération, qui est la baisse du tirage, tout simplement. On a aussi la chute du marché de la publicité, et surtout, en fait, on a un choix qui peut sembler curieux, qui est l'investissement massif des entreprises de presse et d'impression envers les nouvelles technologies, notamment l'offset et un peu plus tard le numérique, alors que pourtant la demande n'augmente pas. Donc c'est des investissements qui vont coûter et qui évidemment vont plomber largement les finances de ces entreprises-là. Et en fait, cette crise-là est une aubaine politique pour les entreprises de presse, parce que ça va permettre une double offensive, à la fois de la part du patronat de la presse et en même temps de l'État, pour mettre à mal un certain nombre d'acquis sociaux, notamment chez les ouvriers du livre, qui gênaient évidemment la volonté de créer un marché véritablement libéralisé. Et donc d'un côté, on a une offensive organisée par le patronat, et dont Émilien Amaury, à l'époque le patron du Parisien libéré et de l'Équipe, s'est fait vraiment le fer de lance, puisqu'il va tenter de faire fermer son imprimerie à Paris, donc du Parisien libéré, qui avait 650 ouvriers, et d'en créer une autre un peu plus loin dans la région Île-de-France, pour échapper aux conventions collectives des ouvriers du livre, qui permettaient aux ouvriers du livre d'avoir ce qu'on appelle le monopole syndical d'embauche, c'est-à-dire que c'était le syndicat qui embauchait les salariés et pas le patron. Et donc il va tenter de faire ça. Évidemment, il y aura donc un mouvement social massif des ouvriers du livre pour empêcher cela de se produire. Donc pendant 2 ans et demi, les ouvriers du Parisien libéré vont occuper l'atelier. Ils vont obtenir gain de cause, puisque après la mort de Amaury, donc en août 1967, il y aura un accord qui va être signé, qui d'ailleurs se fera sous l'égide secrètement par la SNEP, puisque c'est Jean Motin, l'ancien président de la SNEP, qui va faire signer cet accord, qui va le produire. Donc en fait, c'est téléguidé par l'État. Le problème, c'est que c'est une victoire à la Pyrrhus. La CGT FFTL, la Fédération Française des Travailleurs Libres, sort totalement épuisée de ce conflit. Et en fait, dans le même temps, on a plein aussi d'entreprises d'impression, tant ce qu'on appelle le labeur, c'est-à-dire le livre, que de la presse qui ferme, et le syndicat n'arrive plus à mener toutes les batailles en même temps. Et donc, il y a ce problème-là. D'autant plus que le gouvernement fait à côté de ça donc un plan qu'on appelle le plan Leca, donc qui vient du nom de son créateur, qui sera le futur ministre de la Culture, qui veut supprimer 10 000 emplois pour libéraliser le marché et l'intégrer dans le marché commun. Donc en gros, c'est dans ce contrat-là qu'on va avoir du coup évidemment une crise de la presse qui permet l'affaiblissement du syndicat des ouvriers du livre et la concentration de la presse, dont Hersant évidemment a été une figure dans les années 70 et 80. Alors comme Jean-Yves, on a parlé, je ne vais pas redévelopper. Ce qui est important de retenir, c'est que effectivement, Hersant, c'est sans doute l'un des premiers empires qui va se construire, parce qu'il va posséder en tout 25 titres de presse qui représentent un tiers du tirage de la presse parisienne quotidienne, ce qui est colossal. Il y aura une tentative de réforme de loi le 23 octobre 1984 pour mettre fin à cet empire, mais qui ne sera jamais appliquée. Et c'est la dernière loi structurante sur la presse qu'on a. Un petit mot pour conclure, du coup, sur cette révolution, ce qu'on peut en dire. J'ai été dire en disant que j'appelle ça une révolution manquée, parce que globalement elle est, mais en fait, elle est partiellement manquée. La transition a été faite. On a eu de nouveaux titres de presse qui sont apparus, issus de la résistance. Ça a été fait. Globalement, il y a quasiment plus de titres d'avant-guerre qui ont collaboré, qui existent encore. On en a essentiellement 2, qui sont la Dépêche du Midi et le journal La Croix, mais les autres ont disparu. Mais il y a un échec de la transformation du régime de la presse, vous l'aurez compris.
Et moi, ce que je retiens un petit peu de cette histoire, parce que là aussi je fais une conclusion un peu inhabituelle pour un historien, je vais être un peu plus prescriptiviste et parler du présent, c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de critiques de la presse, de critiques du journalisme, de la déontologie journalistique, et dans les propositions, souvent, il n'en ressort pas grand-chose. Je regarde les programmes des partis politiques critiques du régime de presse actuellement, notamment des partis de gauche, il y a très peu de propositions, à part des propositions anti-concentration, qui pour moi, on en parlera peut-être dans le débat, sont plutôt une chimère, et j'expliquerai pourquoi dans le débat. Mais on a très peu de choses qui s'attellent à l'enjeu qui me paraît essentiel. Et c'est pour ça qu'en conclusion, j'avais mis cette phrase que je trouve très belle de Ricoeur, qui vise à dire que le problème de fond, c'est que dans notre régime de presse actuel, l'information est une marchandise. Et c'est peut-être à cet enjeu de statut et de la forme marchande de l'information qu'il faudrait s'atteler en relançant ce débat autour du statut de la presse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, Baptiste nous a dit la réglementation date des années 80. Entre-temps, il y a eu quand même, parce que dans l'énorme partie de la période étudiée, c'est quand même une presse écrite avec radio, un peu télé, mais les années 80, c'est la multiplication des canaux télévisuels et le développement d'Internet, et puis après, au XXIe siècle, des réseaux sociaux. Et donc, comment se sont construits les gros empires financiers actuels ? Je te laisse nous le présenter. Quels sont-ils et comment sont-ils ? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Alors déjà au nom de l'association Acrimed, je remercie évidemment tous les organisatrices et organisateurs de cette invitation. C'est toujours précieux pour nous de faire part de nos travaux. Je vais me mettre un peu de biais parce que je vais être en accord avec mon collègue Rémi pour la présentation du PowerPoint qui est un peu dense. Je vais tout d'abord vous présenter l'association Acrimed pour laquelle je travaille. Donc c'est la slide suivante, merci. Acrimed, donc c'est l'acronyme de Action Critique Média, une association loi 1901 qui est née en mars 96 et qui fait, comme son nom l'indique, de la critique des médias. Mars 96, vous l'aurez compris, l'association aura 30 ans l'année prochaine et je vous rassure, en matière de critique des médias, elle garde toutes ses dents. Slide suivante, s'il vous plaît, merci. Donc Acrimed aujourd'hui, c'est une association qui regroupe aujourd'hui à peu près 1500 adhérents sur tout le territoire national. On est aujourd'hui basé à Rennes, après avoir été longtemps à Paris. Pour des raisons pratiques, en fait, c'est que la plupart de l'équipe permanente dont je fais partie sommes basés en Bretagne et à Rennes notamment. Ça va aller très vite sur la présentation. Notre démarche tient en 4 grands axes, mais sur lesquels je vais passer parce qu'on a peu de temps, donc j'y reviendrai éventuellement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que notre association a pour but de faire ou de refaire de la question des médias une question politique. Je dis refaire puisque ça renvoie effectivement aux exposés historiques qu'on vient d'avoir, même si j'aurais peut-être une divergence avec la conclusion qui a été faite juste avant. Mais voilà, faire ou refaire de la question des médias une question politique, ça signifie faire en sorte que l'ensemble des organisations politiques, syndicales, les membres du mouvement social, les militants, mais aussi tous les usagères ou les usagers des médias que nous sommes peu ou prou, s'emparent de cette question des médias, puisque nous, à Acrimed, nous considérons qu'il ne peut y avoir de transformation économique, sociale, politique, environnementale, sans se poser la question du secteur des médias, et notamment de la manière dont il est structuré sur le plan économique. Pour faire de la question des médias, c'était la précédente encore, une question politique, on a plusieurs moyens d'intervention. Notre site internet, dont vous avez une copie d'écran à l'écran, en fait, sur lequel vous pourrez retrouver plus de 5000 articles en accès libre et en Creative Commons. Je précise que nous ne sommes financés que sur dons et adhésions, et que nous sommes dans une époque d'appel à dons, au cas où, ça c'était pour la petite page de pub. Nous éditons aussi depuis octobre 2011 un magazine qui s'appelle le Média Critique, dont vous avez également une copie et qui en est aujourd'hui à son 56e numéro. Nous éditons aussi des ouvrages, des livres. Vous avez un vieil ouvrage Médias et mobilisation sociale apparu chez Sileps. L'avant-dernier, Les médias contre la rue, qui retrace près de 25 ans de critique des médias. Et le dernier, qui est disponible d'ailleurs sur les tables, je l'ai vu, Les médias contre la gauche, qui a fait l'objet d'une réédition en poche en avril 2025. Nous développons également aussi des partenariats avec Spectre, qui est un réseau de podcasts sonores. Et surtout, depuis mai 2024, nous sommes sur la chaîne Blast, où nous avons un programme qui s'appelle 4e Pouvoir. Et nous livrons une vidéo tous les 2 mois à peu près. La première était sur Israël-Palestine. Et on en a fait une autre, notamment sur 40 ans de propagande néolibérale, notamment en matière du journalisme économique.
Alors, si vous n'aviez pas encore le bonheur de connaître Acrimed, vous nous aviez peut-être au moins croisé une fois par une ressource qui est la suivante. C'est celle-ci, la carte Médias français qui possède quoi, que nous éditons en partenariat avec le Monde diplomatique, et je vais largement m'y référer, évidemment. Notre axe principal de travail, nos axes principaux de travaux à Acrimed, c'est de s'attaquer justement, de lutter contre la concentration et la financiarisation des médias. En matière de concentration, Rémi, s'il vous plaît, merci. La concentration, pour rappel, parce qu'effectivement, si tout ne s'explique pas par l'économie, en matière de médias, rien ne s'explique sans elle. Et donc, un petit rappel aussi sur ce qu'on appelle la concentration. Effectivement, alors ça a déjà été un peu développé, hein, évidemment, mais le fait que la concentration des médias, c'est que dans le secteur des médias, on a un regroupement de nombreuses entreprises de presse sous l'égide d'un petit nombre de propriétaires. Le coup, c'est qu'il faut pouvoir différencier plusieurs formes de concentration. Vous avez tout d'abord une forme de concentration horizontale, avec un même groupe qui va posséder plusieurs médias. C'est le cas du groupe EBRA dans l'Est de la France, avec plusieurs quotidiens de la presse quotidienne régionale et qui domine à peu près tout l'Est de la France. Vous avez de la concentration verticale, où là, c'est le cas d'un groupe qui contrôle toute la chaîne de valeur ou toute la chaîne de production. Par exemple, le cas de l'intervention de Xavier Niel qui, pour partie, a à la fois contrôle avec NJJ, notamment plusieurs titres de la presse écrite, je pense notamment au Monde, via le Monde Libre, etc., et qui, en tant que fournisseur d'accès Internet, donne aussi accès à ces mêmes contenus. Donc il est à la fois en fin et en bout de chaîne au niveau des contenus journalistiques. Et enfin, vous avez aussi ce qu'on pourrait appeler la concentration conglomérale. C'est là le fait d'avoir un groupe qui est positionné sur différents marchés. C'est le cas notamment de l'entreprise Bouygues, qui est à la fois un opérateur de téléphonie et d'Internet, comme vous le savez, mais qui contrôle aussi la principale chaîne européenne en termes de part de marché, j'ai nommé TF1, et qui est par ailleurs un groupe qui dépend du bâtiment public et qui notamment dépend aussi de la commande publique, de certains marchés publics, ce qui peut être largement problématique, comme on pourra y revenir. En matière de concentration, évidemment, le problème, comme nous le dit un certain Cyril H, le problème de la concentration, c'est qu'on ne mord pas la main qui nous donne à manger. Puisque je viens de parler de ce personnage, on n'a qu'à parler de son ancien patron, effectivement, puisqu'il a été nommé, j'ai nommé un certain Vincent Bolloré. Aujourd'hui, cette question de la concentration, elle est peut-être plus importante, plus prégnante dans le débat public, justement à la faveur des agissements de cet homme-là et de son comportement prédateur en matière de médias et des conséquences que cela a sur le traitement éditorial. Et notamment sur ce qui est véhiculé très souvent dans le débat public, sur la question de la droitisation ou de l'extrême droitisation même du débat public, puisque ce qui est assez fort, fort malheureusement, dans le système Bolloré, c'est que c'est leur complémentarité. C'est l'occasion, par exemple, pour Europe 1, le matin, de lancer une polémique appuyée sur un fait divers dont l'agresseur pourrait être soit issu de l'immigration, soit avec un nom à consonance étrangère. La polémique est lancée le matin par Europe 1, elle est commentée en boucle la journée par la chaîne CNews, et ensuite le troisième média qui, toujours au sein du système Bolloré, va ensuite interpeller les politiques, c'est par exemple le Journal du Dimanche. Et donc là, la boucle est bouclée, vous avez déjà un effet comme ça d'insistance sur le plan éditorial autour d'un thème, et qui va amener en fait tout le reste du champ politique, du champ journalistique, à se positionner, comme on l'a vu un peu avec la manière dont les médias Bolloré notamment ont promu la candidature de Zemmour. Il y a de nombreuses études qui ont été menées, je pense aux travaux de Claire Secaille et de Nicolas Hervé notamment, qui ont montré comment les chaînes du groupe Bolloré avaient très largement promu Éric Zemmour, alors même qu'il n'était pas encore candidat déclaré officiellement. On va passer à la slide suivante. Le problème de Bolloré, c'est que donc, déjà, il y a cette grosse mainmise sur le traitement éditorial et sur la manière dont le système Bolloré donne aujourd'hui un peu le là dans l'agenda médiatico-politique. Mais le problème aussi, c'est que Bolloré, je vous renvoie à ce que je disais de la concentration conglomérale, il ne possède pas que des médias, il possède aussi plein d'autres intérêts dans d'autres domaines qui sont relativement proches ou éloignés. Je pense notamment, évidemment, et ça a été nommé aux éditions Hachette. Je rappelle qu'il avait acheté les éditions Editis aussi, dont il a été obligé de se séparer en 2023
pour pouvoir racheter Hachette. Je vous renvoie évidemment à la magnifique carte faite par Le Monde Diplomatique, Le Vent se lève et les éditions Agone, édition qui possède quoi, qui est ici, où on voit tout en haut l'Empire Bolloré justement, avec sa mainmise sur le groupe Hachette. Mais Vincent Bolloré, c'est aussi le contrôle de salles de spectacle à Paris et d'un institut de sondage, notamment CSA, et comment ne pas dire aussi le rachat récent de certaines entreprises cinématographiques comme l'UGC par exemple. Donc vous voyez que Vincent Bolloré, en matière de médias et communication, a un très très vaste, de très vastes investissements dans de très nombreuses entreprises. Et en plus, dans la diapo suivante, alors l'édition, j'en ai parlé, le problème c'est qu'il faut rappeler aussi que le groupe Bolloré dépend de plein d'autres entreprises, de plein d'autres activités économiques. Alors Autolib, bon maintenant c'est plus le cas, mais effectivement des intérêts dans le secteur, notamment évidemment de la communication, mais de l'énergie et des infrastructures pétrolières, ferroviaires et portuaires, notamment en Afrique. Et donc ça illustre effectivement aussi ce poids et cette problématique, encore une fois, de la mainmise de l'argent, à la fois provenant de divers intérêts financiers, mais s'exprimant au travers d'une mainmise sur différents titres de presse, et notamment aussi de supports audiovisuels. Voilà pour Vincent Bolloré. Sauf qu'à Acrimed, on a coutume de dire que Vincent Bolloré, malheureusement, en matière de concentration, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et qu'il ne suffira pas de démanteler l'Empire Bolloré pour en avoir fini avec la crise de la presse et pour espérer avoir un vrai pluralisme dans le débat d'idées. Car il faut rappeler, si on se réfère à cette carte dont j'ai quelques exemplaires à disposition à prix libre, on peut isoler, au-delà de Vincent Bolloré, d'autres empires qui posent tout autant de problèmes. Dans la slide suivante, s'il vous plaît Rémi, on peut voir ici l'empire médiatique de Bernard Arnault, un entrepreneur relativement connu en France, puisqu'il est la première fortune mondiale à la tête du groupe LVMH. On peut voir dans la slide suivante ici l'empire de Rodolphe Saadé, deuxième armateur mondial, patron de la CMA-CGM, qui non seulement avait déjà la mainmise sur un bon nombre de titres de la presse quotidienne régionale du Sud-Est, mais qui a racheté l'été dernier à Patrick Drahi le groupe RMC BFM Média, et donc qui dispose à la fois de BFM, d'RMC et évidemment aussi avec une participation dans le groupe M6. Dernier exemple, alors il n'est pas français celui-ci, mais son comportement est non moins prédateur aussi, c'est Kretinsky qui, lui, a des parts à la fois dans la presse qui renseigne sur l'information télévisuelle, je pense à Télé 7 jours, évidemment le magazine Franc-Tireur sur lequel on pourrait revenir en matière de son traitement éditorial, et qui a aussi une petite part dans le groupe TF1. Au-delà de la question de la concentration, je vous l'ai dit, un des chevaux de bataille aussi de l'association Acrimed, c'est la question de la financiarisation des médias. Car, alors oui, ça c'est une petite infographie que vous pouvez retrouver sur Basta et qui retrace un peu l'influence de ces oligarques sur l'agenda médiatique et sur leur mainmise des médias. Je vais arriver à la slide suivante encore. Voilà. Le fait que la financiarisation, c'est le fait que l'information soit subordonnée à la logique du profit. Ça a déjà été dit. Pour nous, c'est relativement problématique, c'est très largement problématique plutôt, puisque ça amène des conséquences directes sur la manière dont les journalistes vont pouvoir exercer ou pas leur métier. Je trouve que l'illustration de Cologan est assez parlante en ce sens. Quand on concentre les médias, il faut concentrer les journalistes à l'intérieur aussi, sinon ça ne rentre pas. Et donc ça a des conséquences assez vastes. Et un autre des exemples de cette financiarisation, qui n'est pas sans lien avec la question de la concentration, c'est la relation aux annonceurs. Et là, pourquoi il faut rappeler qu'aujourd'hui, le principal nerf de la guerre financier pour les médias, c'est la publicité. C'est près de 18 milliards en 2023. C'est le principal mode de financement. Et donc, les médias, sous l'effet de cette concentration et de cette financiarisation, les journalistes eux-mêmes se retrouvent dans une quête, dans une concurrence pour justement aller capter de plus en plus ces recettes publicitaires pour leurs propres médias. Mais imaginez l'inverse. Que se passe-t-il quand on souhaite écrire des articles qui peuvent être un peu critiques sur justement ces mêmes financeurs, ces mêmes annonceurs? C'est ce qui est arrivé, par exemple, ici, une affiche la une de Libération en 2012,
Je vous rappelle, des éléments de contexte, on est sous le mandat de François Hollande, à l'époque où on parlait d'une taxe justement sur les grandes fortunes, et où Bernard Arnault avait menacé, avec son groupe LVMH, de déménager dans des pays où la fiscalité serait plus avantageuse. Ce à quoi Libé avait répondu, en reprenant une expression d'un ancien président que je n'ai plus besoin de nommer, puisqu'il est passé par la santé entre-temps, cette fameuse phrase, hein, « Casse-toi, riche-con ». Le groupe LVMH a pratiqué, en réaction à cette une, des représailles. Ils avaient menacé déjà aussi d'intenter une action en justice pour injure publique. Ils ne l'ont pas fait finalement, mais ils ont retiré leur publicité du titre Libération, ce qui a représenté entre 150 000 et 700 000 euros de manque à gagner selon Le Monde. Voilà une illustration de la manière dont LVMH peut faire pression sur Libération. Mais Le Monde lui-même, et c'est la slide suivante, on a parlé de Panama tout à l'heure, parlons des Panama Papers ou des Paradise Papers, justement, que Le Monde avait reflété aussi et qui ont également entraîné, selon le Canard enchaîné cette fois-ci, une perte de recettes publicitaires pour Le Monde, puisque le groupe LVMH en avait retiré une bonne partie. Et comme vous le voyez, le groupe LVMH, c'est plusieurs marques qui elles-mêmes financent toute une série d'autres titres de la presse via les différents achats d'encarts publicitaires. Hein, vous avez quelques chiffres au tableau, que ce soit les groupes qui émanent du groupe de Bernard Arnault lui-même, Le Parisien Dimanche, Les Échos, mais aussi Le Figaro, Le Monde, Paris Match, qui a été aujourd'hui aussi racheté par LVMH, L'Express, L'Opinion, Libération, etc. Tous abondent aussi et tous dépendent aussi un peu de recettes publicitaires du groupe LVMH. Je vois qu'on est presque à 15 minutes, je vais aller un peu plus vite. En résumé, cette problématique de la concentration et la financiarisation, pour nous, elle se traduit par différents points qui sont éminemment problématiques. Le fait que ça impose des objectifs de rentabilité et de contraintes commerciales sur le travail des journalistes, hein, c'est la dépendance aux recettes publicitaires, c'est l'alignement sur l'audimat, et aussi des politiques d'austérité budgétaire. Je vous renvoie notamment au travail de Street Press qui a été fait sur la manière sur le management de Vincent Bolloré lorsqu'il rachète des entreprises. Ça a une conséquence, cette concentration plus large sur le débat public, c'est l'atrophie du pluralisme. C'est un manque de pluralisme qui est criant, en dépit de ce qu'en raconte encore l'ARCOM. On pourra y venir. Et ça amène toute une série de conséquences, encore une fois, sur lesquelles je vais un peu vite passer, mais que j'ai déjà cité sur le travail des journalistes, la production de contenu dans des temps restreints, la précarisation du métier et surtout la disparition de l'enquête sociale au profit d'un journalisme économique avec des critères de rentabilité toujours plus affirmés. On peut passer, je vais passer encore là-dessus. Pour finir sur une petite note d'espoir quand même, puisque bon, ça pourrait paraître un constat assez sombre. Il existe pour autant des contre-feux, et là je vais être un peu en désaccord peut-être avec mon voisin, déjà mentionné par rapport à cette cartographie donc, des grands médias mainstream, qu'il existe aussi une presse libre, indépendante en France qui essaye de vivre aussi, notamment grâce à ses lectrices et ses lecteurs. Vous pouvez retrouver une carte sur le site de l'Âge de Fer, qui est un journal structuré en coopérative basé à Sisteron et qui édite justement cette carte de la presse pas pareille. La presse pas pareille, vous l'aurez compris, c'est cette presse qui ne dépend ni de l'État, ni des intérêts privés à vocation lucrative. Cette presse pas pareille, on doit cette appellation au départ au journal Le Ravi, qui a disparu aujourd'hui, qui était un journal basé à Marseille. Et au-delà de la carte de la presse pas pareille, je voudrais finir donc sur le fait qu'à Acrimed, évidemment, vous l'aurez compris, on a un point de vue très critique, très radical, que l'on maintient, une critique radicale, indépendante et intransigeante, avec des présupposés politiques que l'on ne cache pas. Mais pour autant, au-delà de cette critique, et face à ces éléments de constat, et notamment le poids de la concentration et de la financiarisation, nous formulons des propositions que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc je vous renvoie à l'onglet propositions sur le site. Et pour les résumer, ça sera ma dernière slide, merci Rémi. Voici un peu quelques-unes des propositions de transformation. Et donc c'est là où je m'inscris un peu en faux par rapport à ce qui a été dit en conclusion juste avant. Pour nous, effectivement, il s'agit avant tout effectivement de commencer à lutter contre la concentration et la financiarisation. Et donc je pense que le débat pourrait être assez nourri. Évidemment, soutenir les médias indépendants en réformant, pourquoi pas, le système des aides à la presse, renforcer l'audiovisuel public, et vous voyez qu'aujourd'hui, il en est très largement question. Hein. Je vous renvoie au fait qu'il y a une commission d'enquête parlementaire en ce moment sur la neutralité, notamment du service public.
protéger l'indépendance des rédactions, avec pourquoi pas un statut véritable un statut juridique des rédactions, empêcher les procès bâillons, mettre en place de vraies instances de régulation démocratique en lieu et place de l'Arcom, on pourrait y revenir, et enfin développer aussi une éducation critique aux médias. Ces mesures sont présentées de manière très succincte, elles pourront peut-être nourrir le débat. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste, mais c'est toi qui as fait la carte, mais pourquoi il n'y a pas l'humain? Là, on ne reflète que les grands groupes. Non, mais dans la carte. Ah, ça, il faut demander à D'accord. D'accord, désolé. Oui, bon. Eh ben, le débat est ouvert. S'il vous plaît, vous faites court. Oui, bonjour. Pour la loi, le projet de loi et la loi de fer, elle était tellement bien ficelée qu'elle était inapplicable. Et c'est peut-être le départ des problèmes actuels en voulant étatiser l'information et non pas la libéraliser avec l'argent. Je sais bien, c'est l'argent, mais l'argent, c'est une monnaie. Une monnaie, c'est un moyen d'échange de biens entre personnes, entre États. Et avec le risque, non pas que ce soit que l'argent, mais que ce soit des puissances extérieures avec des idéologies qui sont différentes des nôtres, qui s'introduisent. Moi, je voudrais savoir si on peut commencer par avoir une sorte de rêve sur comment on pourrait imaginer une presse vraiment libre. Par exemple, il y a eu des tentatives en 1973 au Portugal. Il y a eu en Grèce un journal qui était géré par les rédacteurs et qui a finalement est tombé dans les mains d'un grand propriétaire. C'est-à-dire il faut commencer par s'imaginer un autre cadre juridique pour avoir vraiment de la presse coopérative. Ensuite, il y a quand même une chose. Moi, je suis d'origine grecque. J'ai des amis latino-américains et je suis marié à une italienne, donc je lis aussi les journaux italiens et je ne comprends pas pourquoi la France, c'est le pays où on a l'image la plus monocolore sur les événements internationaux. Je ne peux pas comprendre comment, par exemple, la guerre en Ukraine est complètement vue du point de vue des bandéristes de Kiev et des néoconservateurs des États-Unis, y compris dans la presse communiste. C'est-à-dire que si on voit ça de la Grèce, de l'Amérique latine ou d'ailleurs, on a l'impression que sur les questions internationales, la France est dans une dictature absolue. Et en plus, sur cette question... Oui. Oui, mais je voudrais quand même poser ma question jusqu'au bout sur des choses qui gênent, parce que les choses qui gênent parfois prennent du temps. Et je trouve que la façon, par exemple, dont l'ensemble de la presse française, je ne parle pas des autres, est pratiquement sur la question de l'Ukraine, mais pas seulement. Par exemple, sur le Venezuela, il y a eu très très peu de critiques sur l'attitude de l'impérialisme contre le Venezuela. On a l'impression que la France est, du point de vue de l'information, une sorte de petit club de, disons, coloration multiple, mais des succursales de la production de ceux qui veulent diriger le monde. Voilà. Même chose, François. Parce que sinon, les gens ne pourront pas poser des questions, il n'y aura pas de réponse. Oui, mais j'ai quand même quelque chose à dire.
Je crois que par rapport à la libération, il y a une chose qui n'a pas été relevée, c'est le calendrier de la libération de Paris. Et le premier acte du gouvernement civil issu de la Résistance, ça a été l'autorisation de reparaître et qui a été émise par le ministère de la Justice le 19 août 1944, le communiqué de l'AFP du 20 août 1944 est la matrice de ce qui va être la liberté de la presse immédiatement dans la semaine et qui va suivre avec seulement l'arrivée du général de Gaulle le jeudi qui suit. Et cette question de la liberté de la presse et des questions juridiques de la liberté de la presse sont très importantes, à mon avis. Et il y a des réformes qui sont en cours actuellement, et notamment la question de l'autonomie de la loi sur la presse de 1881 par rapport au code pénal. Et cette question, dans le cadre de la question de la présomption d'innocence, est très importante par rapport au statut des gens qui sont poursuivis ou pas poursuivis. C'est ce que je voulais dire. Et je dois indiquer qu'avant que les partis soient interdits au moment du début de la guerre, eh bien, les questions de la presse ont été dans le collimateur du gouvernement Daladier après les pouvoirs spéciaux de mars 1939. Et il faut se souvenir quand même que la presse, comme l'humanité, a été interdite avant que le parti politique soit interdit. Donc, le rôle de la presse est quelquefois éminent par rapport au développement des questions politiques. Et nous sommes à Gennevilliers ici, et il y a quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement éminent dans la presse française, c'est Camélina, au moment du congrès de Tours en 1920. Je souhaite poser une question qui va dans le même esprit que le monsieur. En fait, ma question, c'est comment s'est créée une omerta. Je vais dire ça comme ça, parce que, voilà. Mais en fait, c'est très large. Hein. Ça peut concerner des questions écologiques, ça peut concerner, donc, voilà, c'est très, très large. Mais, du coup, il y a des sujets brûlants, mais c'est que par la presse indépendante qu'on peut avoir parfois des renseignements ou d'une autre... voilà. Concernant par exemple toute cette problématique des ondes, beaucoup d'autres problématiques, pour ne pas rester seulement sur tout ce qui concerne strictement politique. Voilà, donc c'est ça la question, parce qu'en fait, est-ce que c'est l'argent qui fait ça? Est-ce que c'est qu'il y a l'autocensure pour je ne sais pas quoi? Parce qu'est-ce que ce sont des ordres, quelque part, reçus par du haut et que ça descend vers le bas? Donc voilà, c'est ça la question. On va devoir arrêter. Oui, la Société d'histoire de Gennevilliers. J'ai une anecdote à vous raconter, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait aussi la presse allemande. Et ils avaient notamment un journal, Signal, qui était la version allemande pour l'armée allemande, évidemment. Mais ils avaient aussi une version française. Nous avons découvert ça un jour dans un pavillon que des nouveaux propriétaires nous avaient invités à visiter.
Et nous sommes tombés sur 2-3 revues sur ce journal, à notre grande surprise, parce que nous ne le connaissions pas. Et après recherche, savoir qui avait habité là à cette époque, nous sommes tombés sur un monsieur Muller, pétainiste convaincu de Gennevilliers, et qui, ça nous a après beaucoup moins surpris. Oui, dans les vues que vous avez passées tout à l'heure, vous avez noté le groupe EBRA. Je voudrais savoir quelle position on peut avoir par rapport à ce groupe, parce qu'autant que je sache, ce groupe a été formé dans les années 2000 par le Crédit Mutuel, à une banque, et ce groupe a un statut coopératif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les quotidiens, toute la presse de l'Est de la France étaient dans une panade pas possible et ils ont fait appel au Crédit Mutuel. Et Crédit Mutuel leur a proposé de créer une coopérative qui regroupait tous les titres de presse pour leur donner les moyens d'impression surtout. Mais tout ce qui est rédaction et puis tout ce qui est opinion, etc., les journaux, les uns par rapport aux autres, étaient complètement indépendants. Et ce qui est remarquable à l'époque, c'est que ce regroupement s'est fait sans aucun licenciement, ni chez les rédacteurs, ni chez les employés de presse, ni chez les imprimeurs. Voilà. Alors, monsieur a signalé, comment dirais-je, peut-être un statut coopératif, hein, pour essayer que la presse pourrait se régler ça. Est-ce qu'il existe des revues en France, ou d'autres tentatives en France de sortir de cette emprise financière de quelques personnes, hein, parce qu'il faut oublier que le Crédit coopératif, le Crédit Mutuel lui-même, après avoir été une association que la BCE a forcé à prendre un statut coopératif, reste quand même dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Merci. Je profite aussi pour poser quelques questions très courtes avant de vous redonner la parole. Je me demandais, parce que vous avez parlé de la culture de masse qui était commune, est-ce que ça veut dire que c'est une homogénéisation des informations? Enfin, qu'est-ce que vous entendez par culture commune, et surtout au cours de la période historique, parce qu'aujourd'hui on dit qu'il y a une grosse homogénéisation des contenus avec la concentration. Je voudrais bien aussi vous faire réagir, parce que là on parle aujourd'hui de la financiarisation, comme nous l'a dit Niels, et donc pour vous, est-ce que c'était ces questions-là aussi des enjeux au 19e siècle? Toi, je me demandais si ils avaient, à chaque fois qu'on fait des nationalisations en France, on indemnise, mais donc je me demandais si jamais ils avaient prévu ça. Puis tu n'auras pas le temps de développer sur la loi de 84. Et Niels, après, si tu peux aussi redévelopper un peu sur les alternatives aujourd'hui. Voilà. Mais si vous me permettez, avant de répondre à cette question, je vais dire un mot, moi aussi, des questions que nous avons abordées. Parce que je suis aussi historien du XXe et du XXIe siècle. Je pratique l'histoire contemporaine. J'ai moi-même travaillé pour essayer de montrer avec l'histoire économique et financière les dangers de la concentration. Mais il faut éviter tout schématisme. Je veux dire par là que le journal Le Monde, le journal Libération appartiennent à des milliardaires. Pour autant, les rédacteurs ont élaboré une plateforme qui les protège. Alors on aime ou on n'aime pas ces deux journaux, mais c'est un fait. Deuxième fait, lorsque Jean-Claude Guessot, ministre communiste, a fait appel à Jean-Luc Lagardère, milliardaire, Lagardère a mis de l'argent dans l'Humanité. À ma connaissance, le contenu de l'Humanité n'a pas changé, ni le lendemain, ni le mois d'après, ni 2 mois après. Dernier exemple, quand Jean-Luc Lagardère était le patron de Lagardère Group, donc mécaniquement de Hachette Livre, le catalogue de Fayard ne posait aucun problème. Il y avait les meilleurs historiens, les meilleurs économistes, les meilleurs anthropologues. J'ai moi-même 8 titres chez Fayard que j'essaie de récupérer aujourd'hui. Le vrai problème, c'est quand en effet un autre milliardaire, Vincent Bolloré, propriétaire de Vivendi, a racheté et a décidé une autre orientation. Donc, bien sûr que la question de la concentration et de la financiarisation est importante, mais en même temps, il s'agit de bien voir comment les milliardaires interviennent ou n'interviennent pas.
j'ai lu dans les élucubrations de je ne sais plus quel auteur, mais vous le retrouvez facilement, que Bernard Arnault, en gros, faisait la pluie et le beau temps chez Gallimard. Mais c'est une imbécilité. La famille Gallimard est propriétaire de 90% du capital. Bernard Arnault, avec 10% qu'il a repris en réalité à la BNP, n'a pas plus de pouvoir d'intervention que n'en avait la BNP, parce que précisément, avec 10%, on ne peut rien faire. Donc, c'est une vision. Écoutez, j'avais 20 ans en 68, et je lisais Lénine à l'époque. C'est une vision que Lénine et les marxistes auraient qualifiée de purement gauchiste et mécaniste. Alors, je suis peut-être très âgé pour dire cela, mais je pense qu'il faut éviter les simplifications. Voilà, donc je passe sur la question, sauf si vous voulez que je réponde à la question sur l'homogénéisation. Mais je peux y répondre si vous le souhaitez, mais je ne veux pas abuser du temps. Une minute. Alors, oui, en effet, avant la Première Guerre mondiale, dans la mesure où il y a une concentration d'un certain nombre de pouvoirs à l'intérieur de la société française, qui est une société qui effectivement est passée à la culture de masse, on assiste à des phénomènes d'homogénéisation. Je m'explique. Les mêmes livres, les mêmes manuels scolaires sont entre toutes les mains des enfants. Un exemple, le fameux livre de lecture le tour de la France par 2 enfants, Devoir et Patrie, c'est 3 millions d'exemplaires vendus en 1900, c'est 6 millions en 1914. Donc, effectivement, on peut considérer que 80% des enfants apprennent à lire dans le même livre. Alors, la situation n'est plus du tout la même aujourd'hui, parce que, là encore, certains médias, les grands journaux, tirent à 1,5 million ou à 2 millions d'exemplaires, donc ont un pouvoir bien plus important. Aujourd'hui, regardez le nombre de chaînes de télévision, de chaînes de radio, il y a une diffraction, plus les réseaux sociaux et tout cela. Au fond, c'est une autre époque qu'il faut faire attention lorsqu'on les compare. Mais en effet, avant la guerre de 14, il y a une certaine homogénéisation. Ça ne veut pas dire qu'il y a une uniformisation des consciences. Il y a des partis politiques, il y a la SFIO, il y a la CGT, il y a des associations qui, effectivement, diffusent d'autres manières de penser et de voir. Donc, il faut faire attention. Il y a à la fois, disons, un trend, une tendance lourde, et en même temps, des résistances, parce que les sociétés n'acceptent pas aisément la chape de plomb. Cela étant dit, l'époque des fascismes, de l'entre-deux-guerres, nous montre qu'il y a des sociétés qui l'acceptent, malheureusement. Merci. Peut-être que toi, tu peux réagir sur comme tu es sur la propriété, sur les coopératives. Bon, je vais essayer de faire vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Sur les indemnités, alors la question de l'indemnité, les indemnisations faites par la SNEP aux anciens propriétaires ne sont faites que si les anciens propriétaires sont reconnus actionnaires de bonne foi, donc s'ils ne sont pas reconnus comme ayant collaboré. Donc du coup, effectivement, il y a une logique d'expropriation pour les collaborateurs. Le problème, c'est la loi de Moustier de 54 qui va rendre obligatoire l'indemnisation par la SNEP. Et par exemple, ça va faire scandale d'ailleurs, parce que par exemple, la famille de Pierre Laval, José Laval et René de Chambrun, vraiment pas n'importe qui, René de Chambrun, dans son rapport à Vichy, vont recevoir 1,5 million de francs sur ordre du général de Gaulle. J'ai vu l'archive, j'ai vu la lettre, elle existe. Ça fait partie des petits scoops que je me réserve pour ma thèse. Sur le statut coopérative, oui, effectivement, c'était le projet du statut de la presse que Defer avait envisagé, commencé de rédiger sans jamais la faire débattre à l'Assemblée nationale. Effectivement, l'idée est que toutes les entreprises de presse deviennent des coopératives ouvrières, des sociétés anonymes coopératives ouvrières. Le problème, c'est que la presse, les directeurs de presse vont s'y opposer, pas parce qu'ils étaient contre un changement de statut de la presse, c'est parce qu'en fait, ils voulaient que ça reste sous le contrôle purement des journalistes. La question, toujours le problème au sein de la presse, et je vais y revenir là-dessus, c'est en fait, une entreprise de presse, c'est quoi? C'est qui? Et est-ce que c'est que les journalistes ou est-ce que c'est tous les salariés? Et même en y intégrant les imprimeurs, les distributeurs. C'est à réfléchir et c'est tout le fond du sujet. J'en reviens un petit peu à l'idée, je vous prends en otage là, pour développer l'idée que je voulais développer tout à l'heure. Et je vais être dans la lignée de ce qu'a dit Jean-Yves Mollier sur les pensées formellement radicales, mais qui ne le sont pas forcément toujours en fait quand on creuse un peu. Ça me paraît important sur la question de la concentration. J'écoute, j'ai vu justement dans le thème de Silo l'article de Fabien Gay sur la concentration. Fabien Gay, sénateur communiste et directeur de l'Humanité, qui en a fait son cheval de bataille. Il y a un problème dans cette affaire que je veux noter, qui va peut-être sembler à certains seulement sématique, mais qui est une vraie question de fond qui est problématique. Non, la concentration n'est pas en soi un problème.
Le problème, c'est le type de concentration. Quand on nationalise les agences de presse, c'est qu'on crée l'AFP. Quand on nationalise les imprimeries, qu'on fait la SNEP. Quand on nationalise les messageries, qu'on fait les MFP. Quand on nationalise les papeteries. Quand on nationalise la publicité, on fait de la concentration. Mais c'est une bonne concentration. Le problème qu'on a, ce n'est pas la concentration, c'est la concentration privée capitaliste. Et c'est ce débat-là qu'il faut poser, me semble-t-il. Parce que le problème, je trouve, dans la manière dont on aborde les questions de presse aujourd'hui, c'est qu'on fait des tonnes et des tonnes d'articles, et Blast en est le spécialiste, de critiques de la geste et de la rhétorique de Pascal Praud. Qu'est-ce qu'il en ressort sur les problèmes structurants de notre presse ? Pas grand-chose, je trouve. Je suis un peu sévère, mais je trouve fondamentalement qu'il n'en sort pas grand-chose. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, je le crois, c'est effectivement de reposer la question de quel régime de presse nous voulons. Julia Cagé, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre d'éléments qu'elle propose. Je pense aussi un problème, c'est qu'elle ne connaît pas très bien l'histoire de la presse, mais au moins elle a un mérite, c'est qu'elle se pose la question de quel régime de presse elle souhaite. Elle fait des propositions, et nous on en manque de propositions, et l'étude de l'histoire de la résistance permet d'en avoir. Un dernier point aussi sur les enjeux autour, qui rejoignent le débat sur la conscience, sur l'enjeu de la bataille culturelle. On a parlé de l'extrême droitisation des médias, Bolloré, etc. On a bien raison d'en parler. Le problème, c'est quelle réponse, là aussi, on y apporte. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, c'est une question qui se pose, nous, chercheurs en histoire. L'extrême droite reprend l'histoire, développe son récit historique, qui est plein de choses factuellement fausses, de mensonges, de récits nationalistes, etc., etc. On connaît ça par cœur. Le problème, c'est quelle réponse c'est y faire. On a des collègues, j'ai vu une tribune il n'y a pas longtemps, qui disait « il faudrait qu'on fasse le Puy du Fou de gauche ». Mais c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas un Puy du Fou de gauche. Pour répondre à l'anti-science de l'extrême droite, il faut plus de science historique. Et sur l'anti-journalisme que pratiquent CNews et le JDD, il faut revenir au journalisme. Il ne faut pas faire de l'anti-journalisme non plus de gauche. Et par exemple, ce que je reproche de plus en plus à des médias alternatifs qui se créent notamment via les plateformes de streaming. Je pense à Blast notamment. Je suis désolé, je ne me fais pas des copains, mais je le dis. Je trouve que Blast, qualitativement, pour moi, c'est un problème. L'enjeu n'est pas d'avoir une parole de gauche, l'enjeu est d'abord de dire des choses qui vont intéresser les gens, qui les instruisent. Moi, quand j'écoute Blast, j'apprends pas grand-chose. Et je suis d'ailleurs désœuvré que Blast mette en avant des pseudo-rubriques histoire qui sont remplies, qui sont faites par quelqu'un qui n'est pas historien, qui sont remplies de mensonges. Tous les historiens s'en plaignent. Blast le fait parce que le problème aussi, je vais être un peu critique, je vais faire du Bourdieu là, je vais faire la critique de la critique. On fait la critique du spectacle capitaliste de la presse, mais de plus en plus est en train d'émerger un spectacle de la critique du spectacle. Ben moi, je pense qu'il faut s'en méfier, justement. Il faut remettre en cause la forme marchande et le capitalisme jusqu'au bout, y compris dans notre manière de le critiquer. Mais là, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur cette question que l'important, c'est de ne pas intervenir dans la ligne éditoriale et que donc il faut protéger la rédaction des journalistes? Ouais, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. En plus, notamment en réaction à ce qui vient d'être dit, parce que, au propos de mes deux voisins, alors non, nous je maintiens, au sein d'Acrimed, au risque de se faire traiter de gauchiste. Pour nous, la concentration que l'on voit, effectivement, comme une appropriation privée des moyens de communication et d'information, est véritablement un problème dans le sens de l'homogénéisation des contenus qu'elle génère, en fait, notamment en matière de traitement des questions économiques et sociales, avec justement le recul de l'information sociale depuis les années 60 et encore plus depuis les années 80-90, ou au détriment justement, par exemple, d'une instrumentalisation des faits divers. Alors évidemment, ça a été posé comme question tout à l'heure, bien sûr que des Bernard Arnault, des Arnaud Lagardère passent pas tous les matins dans les bureaux des salles de rédac qu'ils dirigent pour donner leurs directives. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ça n'empêche que, vous l'avez dit, madame, effectivement, ça génère des effets d'autocensure, avec le même principe que on ne mord pas la main qui nous donne à manger, au risque de perdre au risque d'être inquiété parce que c'est notre actionnaire majoritaire, ou de perdre des recettes publicitaires. Ça serait long à développer en matière de traitement éditorial. En tout cas, je vous invite à aller voir le site d'Acrimed si vous ne le connaissez pas, mais on a mené de nombreuses études qui montrent, avec des partis pris que j'ai dit, que nous ne cachons pas, mais qui, à nos yeux, démontrent une sorte de consensus. Guesso est la preuve que ce proverbe « on ne mord pas la main qui vous nourrit » est stupide, parce qu'il généralise à 100% ce qui n'existe pas. Ça s'appelle un syllogisme. La majeure, elle est fausse. Tous ceux qui touchent de l'argent, qui
reçoivent de l'argent, pour autant ne sont pas les valets de ceux qui donnent l'argent. Alors, encore faut-il qu'ils aient les moyens et qu'ils aient les moyens de l'indépendance de leur rédaction, ce qui n'est pas trop le cas. Vous avez cité le cas du Monde, je suis désolé, mais si vous voyez le traitement éditorial du Monde depuis 1995, rappelez-vous ce qu'était le Monde autrefois. Enfin, je veux dire, le traitement sous la direction de Beuve-Méry et ensuite le passage avec le triumvirat Colombani-Minc et je ne sais plus, j'ai plus le dernier, Plenel. Je ne dis pas que c'est de la place ouvrière, je parle d'un infléchissement libéral du premier quotidien de France, enfin qui est le quotidien de référence, et qui donne un peu le là sur ce qu'on a en matière éditoriale depuis le début des années 90, en matière économique notamment. Alors il y aurait beaucoup de choses sur lesquelles revenir, évidemment, lutter contre la concentration, ou, pardon, je précise, l'appropriation privée des moyens de communication. C'est pas la même chose que la nationalisation, je suis désolé. Effectivement, c'est un prémisse pour nous. Bien évidemment que ça n'est pas suffisant. Il faut pouvoir effectivement donner de vraies garanties juridiques aux rédactions, d'être elles-mêmes propriétaires de leurs moyens, enfin de leur outil de production. En fait, désolé d'en revenir en fait encore une fois à du marxisme de base. L'une ne va pas sans l'autre, il y en aurait beaucoup à discuter. Et effectivement, le système des aides à la presse aussi est à refondre. Totalement aussi, et notamment son fléchage, la manière dont il est distribué. Enfin, il y a beaucoup de choses, effectivement, et une mesure ne va pas sans l'autre. C'est tout un écosystème qu'il faut revoir, en lien aussi avec la manière dont les instances de régulation opèrent, et pas que seulement sur la question de la déontologie, d'ailleurs, sur laquelle elles n'ont pas compétence, en fait. L'ARCOM n'a pas compétence à légiférer en matière de déontologie. Bon, bref, il y aurait beaucoup de choses. Enfin, effectivement, sur la question des propositions, je vous renvoie plus largement à ce qu'on développe sur le site. Juste une petite précision sur EBRA. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas historien du groupe EBRA. Moi, ce qui m'alerte, encore une fois, notamment, enfin, je vais me répéter, c'est la question, en fait, de l'homogénéisation du traitement éditorial sur l'ensemble de la presse, sur l'ensemble de l'Est de l'Est français, de ce qui est proposé aux lecteurs à cet égard. En matière du statut coopératif, vous citiez Julia Cagé qui propose un nouveau statut, mais c'est pareil, elle n'a rien inventé. Hubert Beuve-Méry en 1966 proposait déjà le statut de statut de presse à but non lucratif, que nous reprenons aussi à notre égard, et c'est dans ce sens qu'on propose une refonte des aides à la presse. Mais ça serait effectivement très très long à développer, et je crois que malheureusement on n'en a pas le temps, même si le débat aurait pu être beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup donc à vous trois. Myriam vous a fait un peu, si vous voulez, des petits prospectus pour découvrir le silo en ligne, le silo mag en ligne qui sera complété, où il y a notamment une interview, enfin un débat entre Nathalie Sonac et Alexis Levrier aussi sur les questions de la concentration, pour prolonger les débats et en tout cas essayer de penser des alternatives actuelles. Merci beaucoup. Là, je passe la parole au maire de Gennevilliers. C'est à toi, hein, Patrice. Oui, alors on va avoir une allocution ébouriffante de Patrice Leclerc. Et ensuite, on a une table avec un vin d'honneur de la mairie que nous remercions. J'en profite pour remercier la municipalité pour son soutien à ces rencontres depuis 15 ans. C'est Patrice qui m'avait donné l'idée de venir ici à Gennevilliers et c'était une très bonne idée. Ensuite, nous allons déjeuner. Autant que possible, on va en partie manger dans le hall pour laisser les acteurs aménager la scène et donc en partie autour du buffet de IBA et en partie dehors pour que ils soient plus tranquilles pour préparer. On a rendez-vous à 13h30, donc vous avez le droit de manger en parlant ou de parler en mangeant, parce on n'a pas énormément de temps et le spectacle, donc c'est vraiment 13h30. Voilà. J'ai des tickets, le repas c'est 12 €, sauf pour les intervenants qui sont des intellectuels privilégiés, mais tous les autres contribuent parce que nous ne sommes pas très riches, mais l'année prochaine on va se débrouiller mieux pour être plus riche. Le café est gratuit, est généreux et très bon. Et donc, profitez-en. Ça, c'est le cadeau des rencontres d'histoire. On vous appelle aussi à
parcourir les stands et notamment vient d'arriver un représentant de notre ami Dugudus qui nous fait l'honneur de venir présenter et vendre une partie de ses œuvres à Gennevilliers, aux rencontres d'histoire. Voilà, Solidarité Indonésie compte aussi sur vous, les cahiers d'histoire, nos amis de Gennevilliers, donc beaucoup de choses à lire et beaucoup de solidarité à exprimer. Ouais. Merci. Juste en 2 mots, parce que c'est pas le moment de faire des très longs discours. Remercier tous les actrices et les acteurs de ces rencontres d'histoire critique. Si la ville voulait accueillir ces rencontres, c'est parce que ça nous semble important de développer l'esprit critique des citoyens. Parce que j'ai bien entendu que dans le débat tout précédent, c'était vous, sur le caractère... Il n'y a pas de mauvaise concentration, il peut y avoir des concentrations d'État qui sont bonnes. Je dirais ça dépend où. Si on prend la Chine, par exemple, sa concentration d'État n'est pas non plus un facteur de liberté d'expression. Donc il y a eu la question peut-être des coopératives et la question de comment les citoyennes et les citoyens sont quand même les seuls garants, par leur esprit critique, par leur capacité à avoir un regard sur la société, des exigences et de créer des rapports de force qui permettent de développer une conception progressiste de tous les aspects qui font notre vie. On peut parler de la presse, mais on pourrait parler de l'enseignement, on pourrait parler de la production dans les entreprises, qu'est-ce que l'on produit, on pourrait parler de plein de choses où, sans l'esprit critique des habitantes et des habitants, on n'est pas vraiment sûr. Enfin, l'histoire nous montre d'ailleurs quelque part que la baisse d'esprit critique favorise toujours la montée d'autoritarisme, voire de fascisme. Donc je remercie aussi Marie-Claude Lhuillier avec Anne, qui sont les 2 piliers de cette affaire, qui résistent au long du temps pour imposer ce rendez-vous dans notre ville. Et puis merci à toutes et tous. Et moi, j'ai fait partie des militants qui longtemps dit, parce que j'étais dans une organisation où on accuse souvent les médias. Et souvent, j'ai dit, si les médias gagnent, c'est parce que nous, on n'est pas bons. Et que la question, elle est aussi posée dans la lutte contre les médias, parce que ça a été dit, les citoyennes et les citoyens ne prennent pas toujours tout pour argent comptant, même si le pilonnage marque, on le voit dans la période, ça marque des points. Mais moi, je me rappelle que, comme communiste, tous les médias avaient pilonné qu'on était des communistes pro-Ceausescu et que la réaction n'était pas la même quand on était dans les rues, parce que les gens connaissaient des gens autour d'eux et qu'il y avait une expression. Donc, la question de l'offre militante, du dialogue, de la relation humaine est aussi un des outils extrêmement importants pour résister à un pilonnage médiatique. S'il y a un espoir à avoir, c'est dans cette réaction par des relations sociales importantes, par du débat, par du conflit politique. Donc la réactivation du conflit politique, c'est peut-être de ça qu'on souffre, y compris à travers les médias, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de débat projet de société contre projet de société. Et que c'est certainement ça qui nous permettrait de faire reculer ce pilonnage médiatique si, en proximité, ce débat sur projet de société contre projet de société, on était capable de l'imposer. Et c'est un des enjeux certainement de la période face au fascisme qui nous arrive. Merci à vous.